Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Prakanda Senamuka. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où cet enregistrement est effectué, nous ne savons pas encore sur quelle plateforme nous allons diffuser ce 44e rendez-vous, cette 44e entrevue avec une viche, dans la mesure où, eh bien, YouTube a commencé à nous censurer. Voilà, nous faisons partie du club très fermé où quoique relativement ouvert ces derniers temps, de l'intelligentsia de YouTube, auquel, eh bien, on censure les vidéos. Donc voilà, nous faisons partie de ce club. Alors, les Twitch prennent ça extrêmement zen, moi personnellement un petit peu moins, mais bon, a priori, d'après elle, il n'y a absolument pas besoin de s'en inquiéter d'une manière ou d'une autre, que tout se passe bien, tout se passe conformément au plan attendu. Apparemment, ça fait un moment qu'elles s'attendent à ce qu'il y ait cette censure qui apparaisse concernant leurs messages, et il semblerait que ça ne se soit pas fait jusqu'à présent parce que nous étions restés sous le radar, vu le nombre relativement restreint d'auditeurs. Mais bon, là, apparemment, quelque chose est intervenu et a fait en sorte que, eh bien, l'attention de YouTube soit attirée sur les différents messages de la Prakanda Senamuka. C'est vrai, parfois un peu... Enfin, disons qu'elles n'ont jamais ménagé leurs mots ni leurs propos. Donc, voilà, eh bien, je vous souhaite néanmoins la bienvenue à cette 44e entrevue, relativement épique, pour le coup, hein, parce qu'on subit des rebondissements un peu à tous les niveaux. Donc je salue Ilialana, qui est là comme d'habitude, fidèle au rendez-vous, et qui s'est potentiellement accordé une beaucoup plus longue période dans cette journée, de manière à pouvoir assurer sa présence au sein de cette émission, parce que nous sommes susceptibles d'y être perturbés. Donc voilà, pour être certaine de faire acte de présence jusqu'au bout et d'assurer son poste, elle a tâché de se libérer, quitte à compresser un peu encore davantage le reste de la semaine. En tout cas, pour ça, je vous dis merci Elialana, je vous salue bien bas, comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour à vous, bonjour à tous. Je vais très bien, moi, merci. Moi, j'ai pas de problème. Donc, bon, c'est vrai que on commence à se faire tacler. Bon, c'est très bien. Ça va permettre d'enclencher quelque chose qui était attendu depuis un petit moment. Donc, ce n'est pas très grave. Effectivement, il suffit de changer de plateforme et puis on verra comment on fera. De toute façon, on continuera à assurer nos émissions sans problème, hein. Toujours au même rythme a priori, donc ça ne devrait pas poser de problème. Alors voilà, mais on vous tiendra informé de toute manière, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci pour ça. Enfin, je suppose que à partir du moment où cette vidéo sera effectivement diffusée, les jeux seront faits, donc de toute façon vous serez avertis bien avant. Voilà, sinon, et vous, comment allez-vous ? Vous n'êtes pas trop énervé par la situation ? Bon, énervé pas vraiment, mais franchement contrarié, oui. Oh, vous pouviez vous y attendre quand même, hein. On n'y est jamais allé de main morte, hein, concernant l'expression de notre ressenti face à l'ennemi. YouTube est purement ennemi. Donc, vu que nous n'avons jamais touché aux réseaux sociaux, quels qu'ils soient, c'est leur dernier bastion, leur dernière possibilité d'expression, et c'est la soupape de sécurité pour les bastions ennemis qui sont relativement sous pression actuellement. On leur met la pression quand même, bien. Donc c'était normal. Disons que ça ne serait pas arrivé, ça nous aurait inquiété. D'ailleurs, on commençait à se poser des questions parce que ça fait un moment, quand même, 40 vidéos podcasts, même sans avoir énormément d'audience. C'est quelque chose qui n'est pas censé passer si bien. Donc là, quelque part, c'est rassurant. On a atteint une autre étape. Donc tout va bien. Eh bien, si vous le dites, j'en suis absolument ravi. Tant mieux. C'est vrai que c'est quand même bien d'avoir un avis autorisé à côté de ce qu'on peut observer soi-même. Bon, eh bien, on va tâcher d'y aller. Hein. Alors, au programme, un peu comme d'habitude, 2, 4, 6, 7 questions. 7 questions avec un petit bonus,
un projet que je caresse depuis longtemps et que j'ai bon espoir de voir aboutir aujourd'hui, à savoir faire chanter Iliana. Quoi, me faire chanter? Oh non, on en a déjà parlé. Non, 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 non. Non, non. Mais si, vous allez voir. Je vais voir quoi? Je vais rien voir du tout. Non, vous savez très bien, on en a parlé, de toute façon, ça ne marche pas avec le filtre, c'est épouvantable, je chante pas, je grince. Non, franchement, c'est pas élégant du tout. Bon, allez, de toute façon, on laisse ça pour la fin. On va d'abord passer aux choses sérieuses et puis on négociera en fin d'émission. Non, vous allez donner de faux espoirs aux gens qui nous écoutent, et ce serait quand même dommage. Donc, non, il n'y a pas de négociation. Non, non. Non, ça va pas. Et puis, je suis beaucoup trop timide pour ça. Excusez-moi. Je ne crois même pas ce que je raconte moi-même. Non, mais ça va pas, vous le savez très bien. Je vous donnerai les arguments, vous verrez. Allez, on voit ça en fin d'émission. Pour l'instant, on va commencer quand même parce que on a déjà perdu pas mal de temps dans cette présentation. Alors, première question de cette vidéo podcast numéro 44, question de Marga Shodaka. 5 syllabes quand même. Pourquoi dans une action magique, l'étape se taire, dans savoir, vouloir, oser, se taire, est si importante pour obtenir l'énergie psychique émise? J'ai remarqué de façon incontestable que l'on accomplit beaucoup plus facilement les objectifs dont on ne parle pas. Alors? J'ai déjà remarqué que Marga Shodaka répondit toujours à ses propres questions. Je me demande pourquoi il nous écrit. Oui, parce que c'est vrai qu'il est incontestable que ce qui est accompli dans le silence de ce que l'on fait porte beaucoup plus loin. Alors peut-être pourquoi, la raison de tout ça. Bon, c'est tout simplement parce que la parole est quelque chose qui dilapide l'énergie, tout simplement. On parlait dans une vidéo podcast précédente. Quand on nous demandait, il paraît que j'ai entendu dire que la réalité se forgeait sur base de nos croyances. Est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce que c'est si vrai que ça, etc. Et je disais que c'était quelque chose qui était très impactant, hein, la croyance, la certitude. Mais que dans une réalité quand même complexe où il y a beaucoup de gens qui participent à une réalité, qui entrent dans et sortent de cette bulle, de cette sphère de réalité, il y a des influences, l'influence de leur propre croyance à eux, de leur propre déni, de leur propre incrédulité ou choses comme ça. Et là c'est pareil, à partir du moment où on parle de ce qu'on est en train de faire à quelqu'un, ce quelqu'un généralement va être dubitatif. Oh, ça va pas marcher, tu crois? Oh, moi je pense pas. Oh, tu fais n'importe quoi. Ça, surtout dans une action magique, hein. C'est pas si on se dit bon j'ai un projet de fabriquer une armoire. Bon pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais créer une action magique, c'est quand même déjà beaucoup plus. Il y a déjà une foule de gens qui ne croient pas à la magie. Maintenant, surtout en Occident. Alors, divulguer ce que l'on fait va exposer ce que l'on fait à l'incrédulité des gens. Et eux vont projeter cette image d'incrédulité, ils vont venir sabrer votre propre force. Et ça, vous pouvez difficilement espérer avoir un résultat brillant et exposer à tout un chacun les tenants de ce que vous faites. Si personne n'est informé de ça, il n'y a que vous face à vous-même qui soyez dans la partie. Donc voilà, tout simplement, c'est très simple ça. Parler en plus est une forme de dilapidation de l'énergie. On dit que dans une action magique, il faut jeûner. Alors il y a le jeûne alimentaire qui accroît énormément l'énergie quand même. Mais il y a aussi le comment on pourrait appeler ça? Enfin le jeûne de la parole, c'est-à-dire on se tait, parce que s'il y a, admettons, des affirmations force à émettre pendant disons ce rituel magique, au sens très large, hein, de quoi qu'il s'agisse, peu importe, eh bien ça aura beaucoup plus d'impact et de puissance si on s'y tue pendant longtemps, avant de prononcer ces paroles.
Prenez l'exemple de quelqu'un qui parle, une vraie pipelette toute la journée, du matin où il se lève jusqu'au soir où il se couche. Ce qu'il dit vous passe largement au-dessus de la tête. Vous faites pas attention aux 9/10 de ce qu'il raconte, pour finir. Mais si vous avez quelqu'un qui ne dit jamais, mais jamais, quoi, il se tait, bonjour, au revoir, c'est tout, il ne dit jamais rien. Le jour où il prend la parole pour dire quelque chose, je vous garantis que tout le monde l'écoute, c'est exactement pareil. Dans le cadre d'une action magique, c'est une question de préservation d'énergie. Donc à partir du moment où vous parlez peu, ce que vous dites au moment où cette action magique a lieu va renforcer l'action psychique en rapport. Alors sans même parler de raconter vos projets aux gens que vous connaissez, si vous êtes davantage dans la rétention de la parole même face à vous, eh bien ça ira beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus puissant le moment venu. Voilà, c'est quelque chose qui est très puissant, la parole. C'est en lien avec le chakra de la gorge, qui est lui-même en lien avec le plan causal. Ouais, voilà, le plan causal, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. C'est le plan des causes. Donc, il y a un peu tout qui se mélange dans cette histoire-là, les chakras se mettent en résonance. À partir du moment où on est focalisé dans une action psychique précise, qu'on appelle aujourd'hui encore être de la magie, quoi qu'on entend par là. Je parle pas de prestidigitation, évidemment. Et les 4 mots d'ordre sont là pour ça. Il faut savoir et non pas croire, ou vouloir, parce que la force de la volonté est quand même très puissante. Si on n'a aucune volonté de rien, vous n'émettrez pas le feu intérieur pour embraser tout ça. Oser, il faut aller donc de l'avant et se taire, préserver l'énergie en rapport. Voilà, je pense que c'est à peu près ce qu'on peut en dire rapidement. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui parlent pour ne rien dire. C'est vrai que la parole est quand même une ressource précieuse qu'on dilapide vraiment n'importe comment aujourd'hui. Alors que, se préserver au niveau de la parole est quand même très important. Ça, on le remarque, on parle toute une journée, que ce soit pour une chose ou une autre, peu importe. Ça peut être parce que dans le cadre professionnel, on fait une allocution, on fait un exposé, dans le cadre scolaire aussi, ou alors on reçoit des gens à la maison, on est bien obligé de parler, on va pas se taire, c'est pas une veillée funèbre. Donc, mais après ça, aussi légitime soit ce temps de parole, quand on l'a terminé, on est épuisé facilement, surtout quand on n'en a pas forcément l'habitude. Donc c'est quelque chose qui épuise facilement l'énergie. Donc, comme vous dites, ne pas parler, ça l'économise, tout simplement. Oui, absolument, c'est une réalité dont tout le monde peut faire le constat en y prêtant plus d'attention. C'est vrai, effectivement. Bon, voilà pour la première question de Marga Chodaka. Deuxième question de sa part. À quel niveau se trouve la limite entre le sureffort et l'épuisement ? C'est intéressant comme question. Comment faire pour savoir quand on commence à accumuler trop de tension intérieure ? Alors ? Oui, alors je dirais que ça c'est une question qui est très représentative de l'idée que les gens se font généralement de l'effort. On vit aujourd'hui dans une société, on y vit encore quelques temps, pas beaucoup, mais dans une société qui favorise, qui fait la promotion constante du non-effort. Quand on est habitué à ne faire aucun effort, ou quand on est pris en relais par d'autres gens, par le système ou par de la technologie, eh bien, on n'est plus capable pour finir, de fournir les efforts par lesquels on se trouve être assisté, alors qu'on n'a pas forcément spécialement besoin d'assistance. Eh bien, tout ça est destiné forcément à vous rendre faible, à vous affaiblir en tant que possible. L'ennemi a toujours eu le culte de la force. Lui était fort. Le mal est fort. La lumière est mièvre, elle est faible. La relation manichéenne entre ombre et lumière, c'est toujours entretenu sous cet aspect-là, dans ce type de rapport très séparé, très contrasté. Nous faisons la promotion de la justesse, non pas le bien, mais ce qui est juste, dans la force. L'amour force, compassion force, humilité force, tout ça, c'est quand même très important. La force est effectivement quelque chose de primordial. Mais quand on vit dans une société où tout est fait pour vous affaiblir, afin de vous faciliter
faciliter l'existence. Je veux dire, ne pas la simplifier, la faciliter. La simplicité n'a rien à voir avec la facilité. La facilité, c'est vraiment le non-effort. Alors forcément, quand on dit, oh là là, l'âge de diamant, le nouveau paradigme, c'est l'âge de l'effort, on se dit, on va tous être crevés dans cette histoire-là. Et ben non, pas forcément, pas du tout. Même pas du tout. Bon, on va dire, c'est une habitude à reprendre, mais il y a quelque chose qui n'est jamais mentionné dans cette histoire d'effort ou pas effort, etc., de facilité. Il y a toujours quelque chose qui est omis, et ça fait absolument la différence. Et ça va constituer ma réponse à la question de Maria Shodaka. Ce qui représente la limite et ce qui constitue le corps de l'effort et du sureffort, c'est la joie. C'est le sentiment de joie dans lequel on fait les choses. Quand on fait quelque chose et qu'on tire la patte et puis on souffle et puis oh là 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 là, ça épuise davantage que l'effort que vous êtes en train de fournir. Par contre, si vous faites une raison, de toute façon, il faut bien, vous n'êtes pas un légume, donc forcément, vous êtes bien obligé de bouger à droite, à gauche, hein, où il y a des contraintes à assumer, bon bah tant pis, on est bien obligé de passer par là. Le fait de râler ou de tirer la tête, ça va pas vous aider à accomplir ça. Au contraire, ça va considérablement freiner votre élan, votre dynamique intérieure, votre jovialité, enfin ce qui peut vous enflammer intérieurement. Ça peut être quelque chose de potentiellement un peu pénible, mais de pas forcément désagréable non plus. Dans tous les cas de figure, si vous devez faire quelque chose, je reprends l'exemple de l'armoire, pour le coup, si vous devez fabriquer une armoire, parce que vous êtes bien obligé, vous en avez absolument besoin, mais vous n'avez pas envie, il vaut mieux ne pas vous y mettre tout de suite, apprivoiser un petit peu la tâche qui vous est dévolue par rapport à ça, ce que vous allez devoir faire, hein, fournir comme effort, etc. Vous visualisez faire ça de manière joyeuse, vous vissualisez dans le constat d'avoir terminé ça, et prendre chaque instant de l'encours, de la procédure de montage, en l'envisageant uniquement dans l'instant présent, la tâche que vous êtes en train d'accomplir, et non pas tout ce qu'il vous reste à faire avant d'avoir terminé. Chaque moment présent qui passe est un moment que vous devez rendre joyeux. C'est ça la vocation de la joie causale. C'est insuffler, instiller, injecter de la joie dans votre esprit. Alors si vous faites un travail qui n'est pas forcément le plus plaisant du monde, mais vous le faites le cœur léger, en sifflotant, en chantonnant, en le prenant bien, quoi, tout simplement, en faisant le choix conscient de le prendre bien et de manière joyeuse, alors vous ferez un travail fantastique, d'excellente qualité, qui sera beaucoup moins fatigant que ça aurait pu l'être dans d'autres circonstances, avec un résultat bien meilleur et une durabilité accrue de ce résultat. Tout ça juste parce que vous aurez ne serait-ce que simulé de la joie au moment de faire ce travail-là. Donc à partir du moment où ce sureffort ne cesse d'être joyeux et que la pénibilité augmente à mesure que la joie baisse, là vous êtes au seuil de l'épuisement, là à la limite il faut arrêter. Il faut arrêter et reprendre vos positions, soit vous reposez en ne faisant rien, soit vous reposez en faisant autre chose, etc. Il faut rythmer ça de manière cohérente par rapport à vous-même, par rapport à votre ressenti de ce que ça procure en vous comme sensation. Dès que vous sentez cette pénibilité augmenter, cette joie baisser, il faut arrêter. Sinon, vous allez continuer à faire ça dans un mauvais esprit et vous allez ensemencer négativement ce que vous avez ensemencé positivement avant. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'élément absolument qui fait vraiment la frontière entre l'effort et le sureffort joyeux et sain quoi, et l'épuisement, la pénibilité qui ne doit pas avoir sa part là-dedans. Alors à la limite, ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes vraiment renfrogné, si ça vous déplaît royalement, mais vous êtes obligé de le faire,
Vous êtes obligé de toute façon. Alors autant le faire dans la meilleure condition possible, dans la pire. Alors, simulez, faites semblant d'être joyeux. Vous n'y arrivez pas, faites semblant. Les fameux 5 piliers de la perfection. Aspirez à cet effort joyeux. Faites l'effort de faire semblant. De faire semblant, simplement. Hein. Pas besoin d'y croire, surtout pas. Juste faire semblant de manière crédible, comme si vous étiez un acteur, avec les caméras à côté, derrière vous. Et puis, voilà, soyez vraiment sincère dans ce que vous faites. Ne vous préoccupez pas du résultat que ça donne. Et donc, regardez-vous avec détachement et souriez de ce que vous voyez. Là, je vous garantis que le résultat sera obligatoirement parfait. Obligatoirement, c'est éprouvé, ça. C'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Enfin voilà, donc les tensions, l'accumulation des tensions intérieures, vous le sentez, quand vous êtes tendu comme un arc, il faut arrêter, forcément. Vous prenez un peu de recul, vous rebrassez les cartes, vous prenez un peu l'air, vous buvez quelque chose de frais, je ne sais pas, vous restaurez un peu, ou vous remettez au lendemain la suite, je ne sais pas, hein, ça tout dépend de ce dont il s'agit. Mais vous reprenez vos positions et vous réenclenchez la suite dans le bon esprit comme vous l'avez commencé. Voilà. Ça, cette notion de joie, c'est vraiment fondamental dans cette histoire-là. Le nouveau paradigme sera très orienté effort, hein, c'est clair, hein, on l'a toujours dit de toute façon, mais pas l'effort pénible ou l'effort triste ou l'effort comme ça. Non, c'est le climat sera joyeux, les perspectives seront joyeuses. Vous serez aidé à ce niveau-là, vous serez poussé, il y a vraiment le vent qui pousse dans le dos, qui vous aide à avancer. Bon, vous pouvez avoir tout le vent que vous voulez, si vous asseyez par terre, à moins que ce soit le plus fort d'un cyclone, ça m'étonnerait que vous bougiez beaucoup. Mais il faut quand même marcher, mais vous serez aidé. Et c'est vrai que ce nouveau paradigme est considérablement porteur par rapport à ça. Donc, voilà. Eh bien ça, je pense que c'était une précision qu'il était très utile de donner parce que on a rarement eu l'occasion d'évoquer cet aspect des choses-là et il est quand même absolument essentiel dans cette histoire finalement. Oui, c'est ça, mais on vous vend un paradigme nouveau qui est censé être fantastique, super génial, vraiment le truc ultra cool, quoi. Mais attention, c'est pas un paradis hein, non plus, surtout pas. Alors on vous le vend quelque chose de formidable, mais dans lequel il va falloir trimer. Je comprends que les gens puissent ne pas comprendre, et en fait le dénominateur commun entre cet aspect super fun, si je puis dire, et l'aspect effort, il est là. C'est la frontière qui lie les deux et qui permet d'aller de l'un à l'autre de manière fluide. C'est cette notion de joie. Ce que l'ennemi s'est évertué à éteindre chez la population planétaire entière, cette notion de joie. Il ne supporte pas que les gens soient joyeux, qu'ils sourient, qu'ils rient, qu'ils soient... Non, il supporte pas. C'est épidermique, c'est plus fort que lui. Ça l'a été. Il faut absolument éteindre ça, absolument. Donc regardez un banquier, il se fend pas la gueule le banquier, hein, c'est sombre, on dirait un croque-mort quoi. Un politicien, c'est rarement, à moins qu'il joue la comédie, c'est vrai que c'est tellement on recrutera peut-être les anciens politiciens qui se seront maintenus dans le nouveau paradigme pour faire du cinéma, parce que des acteurs comme ça, c'est extraordinaire, hein. Franchement. C'est la meilleure école. Hein. L'art dramatique, c'est plus rien à côté. Enfin, vous voyez, c'est cette joie est la clé. C'est la clé de tout. Du présent, de l'avenir, de l'évolution des choses. Quand une fleur éclot, ça lui demande des efforts, mais elle est jolie, ça sent bon, c'est gai, c'est joyeux. Alors, bon, on dit ça à quelqu'un, ouais, bon, c'est une fleur, quoi, c'est tout. De toute façon, en attendant, j'ai mes impôts à payer, et puis, vous voyez, voilà. Ça, c'est l'ancien paradigme. Le nouveau, ce sera complètement différent. Et entre autres, il y aura plus d'impôts à payer dans le nouveau. C'est réjouissant pour beaucoup de gens. Enfin, voilà, quoi, ce qu'on peut en dire. Eh bien, merci pour ça, Eliana. C'était pas mal, effectivement. La démonstration était impeccable et la question méritait effectivement d'être posée. Donc, merci, Marga Chodaka.
Voilà. Alors, remarque additionnelle de sa part, merci encore, fois 111. Oh, ça, c'est un code, c'est pour dire qu'il est super content. Allez, on passe à la question d'Athéna Vénus. Oh, ah, la nouvelle star des vidéopodcasts. Athéna Vénus. Bonjour Athéna Vénus. Comment ça va aujourd'hui? Vous pouvez pas répondre, mais enfin, j'espère que vous allez bien en tout cas. Bonjour Athéna Vénus. C'est dommage qu'on leur fait pas payer les interventions aux vidéopodcasts, hein, parce que Athéna Vénus, on pourrait lui donner un abonnement avec une grosse réduction à la clé. Hein. Non, la gratuité, c'est mieux. Allez, première question d'Athéna Vénus. Bonjour, est-il possible d'avoir une brève explication, brève, c'est bien ça, brève explication sur la source de l'être humain? D'où venons-nous? Que ou qui sommes-nous au juste? Il me semble qu'on avait déjà plus ou moins répondu à cette question, l'origine de l'humanité, il me semble. Oui, tout à fait, on avait déjà répondu à ça. Alors, brève explication, c'est pas simple, ça dépend dans quel sens prendre cette question. Hein. La source de l'être humain. D'où venez-vous et qui ou qu'êtes-vous au juste? Pour faire extrêmement simple et vraiment rapide, on va dire que l'humanité actuelle, que ce soit sur Terroirium ou il s'agit d'ici, est le résultat de l'évolution des consciences et des formes de vie, vous ayant extrait de l'animalité à une époque pour venir créer le genre humain et toutes les consciences animales très évoluées qui le sont suffisamment pour sortir de l'animalité rejoignent l'égrégore du genre humain, tout simplement. C'est une suite logique de l'évolution qui commence par le minéral, le végétal ensuite, l'animal et l'humain. Ça, on l'a déjà dit. Hein. Bon, je ne sais pas s'il s'agit véritablement du sens de la question qui est posée. Bon, voilà, vous ne venez pas d'une origine extraterrestre, encore que de toute façon, que vous soyez extraterrestre ou non, le processus est le même ailleurs, hein, c'est toujours pareil. Hein. Les choses se font de la même manière partout. Vous n'êtes pas spécialement un peuple issu, vous n'êtes pas des rats de laboratoire, vous n'êtes pas issus d'éprouvettes d'une civilisation extraterrestre qui aurait créé l'humanité, comme s'entend à le prétendre Raël et compagnie. Non, bon, il y a eu des interventions, hein, effectivement, il y a eu des modifications qui ont été faites, vous avez été un peu trituré, un peu saboté, un peu expérimenté, ajouter ceci, enlever ça, bon. Enfin, globalement, l'humanité est l'aboutissement de l'ensemble de l'imbrication des règnes de la nature. Il y a éternellement ces 4 règnes étagés qui sont les minéraux d'abord, qui s'éveillent à la conscience minérale, donc, et puis les végétaux ensuite, les animaux et les humains. C'est toujours le même processus, il y a pas grand chose d'autre à en dire. C'est quelque chose qui est absolument naturel, ça se passe comme ça partout. Voilà, c'est la réponse la plus complète, la plus simple, la plus brève que je puisse donner en rapport avec ça. Maintenant, s'il faut vraiment entrer dans des détails précis, à ce moment-là, il faudrait poser une question précise, a priori. Mais là, non, là, c'est vraiment comme ça. Hein. L'humanité ne vient pas d'une autre origine que du centre de la Terre. Parce que la conscience minérale s'éveille au cœur d'une planète, au cœur en fusion d'une planète. C'est le berceau des âmes, ça. Et ensuite, la conscience minérale évolue petit à petit, et son évolution lui fait quitter le centre de la Terre pour se rapprocher de la surface. Donc, un simple galet, un simple caillou sur le bord du chemin est déjà une entité minérale qui est très évoluée par rapport au moment de sa naissance. Hein. On peut dire que le voyage de la conscience se fait aux 3/4 dans le minéral. Ensuite, il y a pas mal de végétal, un tout petit peu d'animal, en termes de temps, hein, temps passé dans chaque règne, et ensuite le stade humain. Alors lui, il peut durer des millions d'années, parce que le stade suivant du règne humain, c'est le règne humain, entre guillemets, permettez-moi les guillemets, divinisé, c'est-à-dire on abandonne la conscience individuelle propre à l'humain pour entrer dans la conscience du un, de l'absolu. C'est le cheminement normal. On part d'un élément, on fleurit vers le reste et hop, ensuite on s'envole quelque part. Enfin,
l'envolée n'est pas forcément la meilleure image. Mais enfin, disons que voilà, c'est ça. Je veux pas, enfin, sur une question brève et large, je pense que c'est ce qu'on peut en dire. Donc, vous pouvez être absolument certaine que tous les êtres humains que vous voyez, que vous avez vus, vous verrez encore, étaient avant des animaux, et avant des végétaux, et avant des minéraux. Alors, il y a cette conscience collective propre au règne en question. La conscience minérale est très, très immensément vaste. Et tout est un petit peu mélangé dans cette histoire. La conscience collective est très, très soudée, très bloc. Et parmi ces consciences les plus évoluées qui ont la capacité, l'envie et la capacité, pour finir, de développer les premières fonctions biologiques, eh bien, ça intègre dans le végétal. C'est une vie donc végétative forcément, hein, mais la conscience est là, elle est autour, et puis elle organise, elle apprend à créer un corps qui est plus ou moins le sien, enfin c'est un corps un peu collectif, enfin c'est un peu comme un atelier, hein. Les enfants se mettent à table et puis fabriquent des choses avec de la pâte à modeler par exemple, ça développe leur créativité et puis leur fonction cérébrale tout simplement, hein. Le jus de l'enfant lui permet de grandir, d'évoluer et puis d'affiner sa conscience, ses capacités, tout ça. Mais c'est un peu pareil pour la conscience des minéraux intégrant les végétaux qui sont donc très évolués par rapport au tout premier stade du règne minéral. Et quand une plante est arrivée, parce que gérer une pousse de mousse, par exemple, ou une algue végétale, c'est pas comme gérer le corps beaucoup plus complexe que représente un chêne, par exemple. Le chêne est au sommet de l'évolution végétale. Plus ou moins. Il y a d'autres grands arbres comme les séquoias, par exemple. Le diamant est au sommet de l'évolution du minéral. Et au niveau animal, en général, quand un végétal veut très vite intégrer le règne animal, il intègre généralement les insectes. C'est un animal qui fait un peu partie encore, enfin qui très proche héritier du monde végétal. Sinon, après, bon, il y a intégration d'animaux plus évolués, plus grands, plus proches de la condition humaine. Hein, soit le chien, le chat, pour les animaux domestiques, le cheval, le singe, le cochon. Le cochon, on parlait du cochon dans une vidéo podcast précédente. Suite à les cétacés aussi, les grands mammifères marins, qui sont extrêmement proches de la nature humaine. Et quand ils en sont là, eh bien, ils peuvent faire le pas et intégrer le règne humain, voilà. Et quand l'humain est prêt, eh bien, il peut intégrer ou réintégrer, dit-on, la conscience du tout, donc de l'absolu. Voilà, ça me paraît, c'est pas si bref, hein, comme explication. En fait, disons que ça me paraît bien circonscrire le sujet. Voilà. Oui, vous avez particulièrement bien circonscrit le sujet, effectivement. Oh, mais vous avez une pensée partisane, hein. Tout ce que je fais est bien. Pas forcément. Bah, chacun ses opinions, moi je trouve que oui. Hein. Donc, d'abord. Bon. Ouais, comme ça, ok. Alors, deuxième question d'Athéna Vénus. Vous considérez, vous les Dvish, comme étant toutes des sœurs. Qu'est-ce que pour vous la notion de sœur ici ? Je reconnais l'esprit analytique d'Athéna Vénus dans les petits détails. Qu'est-ce que cela représente à vos yeux ? S'agit-il d'une sororité au sens premier du terme, comme pour nous les êtres humains lorsqu'on parle d'un lien fraternel au sein d'une famille du même sang, entre frères et sœurs ? Ça, c'est pas la sororité, c'est de la fratrie. Enfin bon. Ou s'agit-il encore de liens comme celui de l'âme sœur, qui peut désigner différents types de liens d'amour entre deux êtres, fraternels, amical, amoureux, etc. Que pouvez-vous nous dire sur ce lien ? Voilà, donc merci à tout le monde, à la Majeure Iléana et à toutes les sœurs Dvish. Alors, Iléana, vos sœurs. C'est amusant, c'est le genre de question qu'on nous a jamais posé, que je me suis dit qu'il était étrange que personne nous demande, parce que c'est vrai que ce soit l'une ou l'autre, on parle toujours de nos sœurs. Et je pense qu'il y a qu'Athéna Vénus qui pourrait poser cette question, en fait. Mais en fait, ce sont
Ce sont mes sœurs au sens exactement où vous l'entendez, vous. Dans les familles, les frères et sœurs se distinguent en tant que tels parce que ils ont le même père et la même mère. Eh bien, pour nous, les Edwige, c'est exactement pareil. Nous avons le même père et la même mère. Donc, nous sommes absolument sœurs. Voilà, c'est tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on sent ce lien. Alors, c'est pas un lien familial, c'est un lien vraiment fraternel. N'importe quelle Edwige rencontrant n'importe quelle autre Edwige, parce que forcément on ne se côtoie pas toutes. On est tellement nombreuses, on pourrait vivre des milliards d'années, on serait incapable de toutes se côtoyer. Mais on est toutes fondamentalement unies en esprit. On ne se connaît pas forcément comme ça, mais on se sent l'une et l'autre, toutes, les milliards que nous représentons toutes. Mais à partir du moment où une Edwige est mise face à une autre Edwige, elles se connaissent comme si elles étaient jumelles, automatiquement. Il n'y a jamais aucun secret possible entre deux Edwiges ou plusieurs. À partir du moment où, admettons, on entre incognito dans une ville, on sent la présence de toutes les nôtres, on sait à peu près combien elles sont, où et à quelle distance. On se sent, c'est extraordinaire. On est vraiment, liés l'une l'autre par le cœur et l'esprit, exactement comme deux jumeaux sont liés l'un à l'autre, en beaucoup plus fort, si tu puis dire, en beaucoup plus fort. Donc voilà, ce sont vraiment mes sœurs, nous sommes sœurs. Et c'est comme ça qu'on le comprend, qu'on le ressent. Ah, pour le coup, ça fait une sacrée famille, hein. C'est une famille nombreuse, quand même. Hein. Non, c'est pas une famille du tout. Ça n'a rien à voir avec la notion de famille. Là, la qualité de sœur entre nous est complètement en marge de la notion de famille. Ça n'a rien à voir. Oui, j'avais bien compris. C'est une façon de parler. Alors c'est une mauvaise façon de parler, parce que ce n'est pas du tout le reflet de ce que c'est. Oh, d'accord, oui. C'est vrai que les Edwige sont extrêmement à cheval sur le sens juste des termes, ce qu'on veut exprimer. Donc ce n'est pas une grande famille, c'est beaucoup de sœurs. Voilà. Alors on passe à l'intervenante suivante, Anna en l'occurrence. Alors je ne sais pas si c'est la même Anna que d'habitude, mais c'est bien possible. Donc bonjour à tous, bonjour Anna. Bonjour Anna. Alors Anna nous demande ceci. Bonjour, pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé au vol MH370 ou 370 pour les Belges et les Suisses et l'implication ou les responsabilités des gouvernements? Pourquoi n'a-t-on rien retrouvé ou très peu? Ça vous dit quelque chose, ça, Ileana? Oui, à vous aussi d'ailleurs, mais moi, beaucoup plus précis. Beaucoup plus précis pour le coup. Si. Alors le MH, c'est la Malaysia Airlines. Alors, il y a, il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble qu'une page Wikipédia parle du phénomène. En fait, je crois que c'est l'avion qui a disparu. Il reliait Kuala Lumpur, forcément Malaisie, à l'autre endroit, je sais plus. Enfin bref. Et l'avion semble s'être plus ou moins dérouté. Il a disparu des radars. Il semble s'être dérouté vers un endroit ailleurs. Alors je sais pas comment ils savent qu'il est allé ailleurs, parce qu'il est sorti des radars et que le radar est la seule manière de pouvoir vraiment repérer la position de l'avion. Mais enfin bon, peu importe. Et puis complètement disparu, et voilà, et puis c'est considéré officiellement comme le plus grand mystère de l'aviation civile. Voilà. Alors, finalement c'est très simple, Lorsqu'il a été dit, on a retrouvé un morceau là, un an après, tout ça, c'est du pipeau. En fait, le vol 370 de la Malaysia Airlines a été détourné par l'aviation israélienne. Il s'est retrouvé dans un hangar en Israël, planqué, bien planqué. Et tous les gens qui constituaient l'équipage et les passagers ont été enlevés par le Mossad. Les gens inutiles ont été abattus et les autres ont été récupérés pour en tirer des informations. Voilà. Tout
tout simplement. Ah bon, et c'est certain, c'est pas peut-être où on pense que, où il y a de fortes chances que... Ah non, on pense rien du tout. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors très honnêtement, je ne sais pas si l'avion y est encore, mais il était dans un hangar bien précis. On connaissait l'endroit où il était caché, bâché. Enfin, l'endroit était impossible à atteindre de l'extérieur. C'était gardé par l'armée. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y a aucune équivoque possible. Eh bien voilà, Anna, vous avez votre information. Alors, deuxième question d'Anna. Idem, même question avec le Boeing 777 ou 777 MH17, donc toujours la Malaysia Airlines, qui a été abattu par le missile ukrainien. Cet avion transportait 298 passagers, ou 298. Alors, même chose? Bah non, là, il a été abattu, à la limite. Oui, celui-là a été abattu. Alors, officiellement, il y a eu une enquête qui a été ouverte à ce sujet. Et il a été déterminé que, en fait, c'était un tir russe qui avait abattu l'avion. En fait, ça fait partie... ils ont effectivement abattu l'avion. Hein, ça, oui, ils ont tiré dessus. Dans le but, tout simplement, de faire, a posteriori, accuser les Russes. Et ça fait partie de la politique de l'OTAN de diabolisation de la Russie, tout simplement. Sans plus. Il n'y a pas d'avantage à dire. Évidemment, tout le monde est mort. Clairement. Enfin, je crois que c'est un missile à fragmentation. Hein. C'est un peu comme les balles ils font des balles à fragmentation. C'est un missile qui explose et qui libère un monceau de particules. Ça déchiquette l'avion. On est sûr qu'ils s'en remettent pas. À une altitude quand même élevée de vol de croisière, ça pardonne pas. C'est l'explosion absolument garantie. Et c'est ce qui s'est effectivement produit. Et on sait qui est responsable du tir, qui a l'origine de l'ordre, si je peux dire. Le complexe militaro-industriel israélo-américain. Oui, bon, un peu comme d'habitude, quoi, finalement. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Eh bien, ce n'est pas gentil du tout. Bon, voilà, Anna, vous avez vos réponses. Alors, Anna nous ajoute un commentaire. Merci pour votre travail et l'information que vous nous donnez. Eh bien, il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. Un plaisir partagé, je confirme. Alors, nous passons à la suite. Encore une fois, Athéna Vénus pour une autre question qui faisait l'objet, en fait, d'un formulaire précédent. Nous avons répondu à une première question qui était associée à la question de quelqu'un d'autre. Et là, nous avons donc la deuxième question de ce formulaire, puisqu'on essaie de traiter à peu près tout ce qu'on nous envoie quand même, hein. Alors, Athéna Vénus, dans ce formulaire, nous demande ceci. Faut-il obligatoirement rendre hommage à un mort? Si oui, quel est le protocole, selon vous, le plus approprié pour le corps décédé, mais aussi pour tout ce qui entoure ce dernier? Est-il préférable de l'enterrer, de l'incinérer, ou faut-il faire tout autre chose? Car vous avez fait remarquer dans le podcast numéro 38 que certaines énergies, bonnes ou mauvaises, du corps décédé pouvaient imprégner la Terre, d'où mon questionnement. Merci. Ah oui, alors ça concernait éventuellement l'enterrement des... comment on appelle ça? L'ensevelissement, non. L'inhumation, non? C'est pas ça? Oui, voilà. L'inhumation, j'arrivais pas à tomber dessus. Merci, Hélène. Oui, alors l'inhumation des enfants particulièrement traumatisés par leur séjour dans les caves de l'ennemi, enfin bref, les antres de torture, enfin bref. Donc je suppose que c'est par rapport à ça. Ah, mais ça, c'est un phénomène très particulier. Hein. Je parlais de cette difficulté d'enterrer les corps des enfants absolument traumatisés. Parce qu'il y avait un risque de décondensation dans la Terre, de charges extrêmement puissantes, qui risquent de circuler par des veines de circulation d'énergie tellurique, avant que la Terre ait eu le temps, quelque part, de transmuter cette charge en autre chose et de la digérer. Mais là, on est vraiment dans un cas très, très, très particulier. C'est un peu comme Auschwitz. Hein, ils ont enterré des milliers de cadavres, où ils n'avaient pas tous été préalablement torturés, mais certains si. Et c'est vrai que ça a créé des ancrages extrêmement puissants.
à cet endroit-là, je veux dire. En général, le corps, la terre digère extrêmement bien ces énergies-là, sauf quand c'est vraiment savamment étudié pour qu'elle ne le puisse pas. L'ennemi avait des connaissances très très pointues en cette matière et donc il savait comment opérer à ce niveau-là. Mais pour quelqu'un, une personne lambda qui meurt, même de façon tragique, on n'est pas dans cette intensité de charge émotionnelle. Pas du tout. Donc là, ça se passe très bien. Alors, rendre hommage aux morts. Alors là, vous parlez du mort, vous parlez du corps. Moi, je parle. Quand on rend hommage, en principe, c'est à l'âme de la personne. Donc, hommage à quoi? Rendre hommage au corps. Bon, il est un fait que le rite des funérailles est quelque chose, est considéré comme un signe probant d'évolution de conscience en termes de civilisation. C'est-à-dire que il y a certains animaux, on ne veut pas dire qu'ils enterrent leur mort, mais quoique certains le font. Mais c'est vrai que pour les animaux les moins évolués, bon le corps est là, il est inerte, on passe à autre chose, les autres individus s'en vont, enfin il y a pas de. À partir du moment où on entre dans le registre de la civilisation, il y a une attention particulière portée aux funérailles. Bon, ça c'est un fait de civilisation. Rendre hommage à un corps, on peut remercier le corps d'avoir accueilli l'âme jusque-là, mais rendre hommage à un cadavre, c'est de la carcasse, hein, vous savez. Bon, je sais, quand il s'agit de quelqu'un qu'on aime, on peut pas le considérer comme ça. C'est sûr qu'il y a l'affectif qui joue, etc. Mais l'affectif, c'est très artificiel, c'est très mental aussi. Il y a l'émotion qui nous prend, on est dans le souvenir, c'est relativement lourd ce genre de choses, d'événements, et la manière de le gérer au quotidien, si je puis dire, parce qu'il y a tous les jours des gens qui meurent, c'est particulier. On peut pas demander à l'être humain de régresser au stade où la mort est la fin de la vie, et puis on s'en occupe plus, parce que ça bouge plus, on va voir ailleurs. Évidemment, ce n'est pas possible. Mais il y a une distance entre ne pas s'en préoccuper du tout et faire un cirque pendant des mois, des années, parce que maman est morte, papa m'a quitté, ou ma copine n'est plus. On peut comprendre. Je comprends absolument que on puisse être dans cet état-là. Mais cet état-là est particulièrement malsain, il est affreusement préjudiciable. Et autant que possible, il est franchement conseillé d'essayer de faire l'effort de s'en extraire quand même le plus sainement possible et le plus vite possible. De toute façon, baigner dans les regrets, dans l'amertume et dans la tristesse, ça tue la vie. Ça la tue, la vie. Donc, c'est pas simple à gérer, on va dire. Rendre hommage, ça peut aller quasiment jusqu'au culte. Donc ça à éviter aussi. Donc, bref, pour en revenir à la question en elle-même, est-ce qu'il faut obligatoirement rendre hommage à un mort? Non, pas forcément, non. Mais il y a un protocole quand même, il y a quelque chose de prévu pour ça. Les mondes, les civilisations qui sont très en avance sur l'humanité gèrent complètement différemment la mort de leurs proches. Ce sera également le cas dans le nouveau paradigme d'ici quelque temps, quand ça aura un peu évolué. On est vraiment là dans une douleur de la séparation. La personne n'est plus là pour le marionnettiste a lâché sa marionnette. La marionnette est inerte, mais on peut rendre hommage au marionnettiste qui est parti et qui allait se reposer et qui va revenir manipuler une autre marionnette ailleurs. Donc voilà, c'est quelque part un salut et un hommage rendu pour la vie passée, pour ses bonnes choses et ses moins bonnes choses également. Il y a un acte de pardon aussi pour tout ce qui aurait pu être mauvais, et on se coupe de la personne, on lui souhaite bon voyage, on lui envoie des bénédictions, et c'est ce qu'on appelle faire son deuil, c'est-à-dire que on relègue ça au passé et on oublie le passé. On garde le meilleur
de la personne, sa présence vibratoire, pourquoi pas, son rappel, mais sans douleur. Ça rejoint un petit peu ce que je disais quand j'expliquais qu'il fallait couper avec le passé. C'est ça, si vous avez quelqu'un qui est mort depuis 10 ans, vous êtes encore effondré, là c'est tragique, pas pour lui mais pour vous. Voilà, donc il faut faire la part des choses. Hein. Il faut être dans une situation, disons, médiane, vraiment, faire son deuil le plus rapidement possible, mais sans attachement viscéral aux souvenirs, surtout pas aux souvenirs, parce que les souvenirs sont enjolivés de toute manière. Hein. Ils sont absolument pas conformes à la réalité. Déjà, la réalité que l'on voit n'est pas conforme, telle qu'on l'interprète, elle n'est pas conforme à ce qui est vraiment. Alors, imaginez le souvenir, c'est vraiment, c'est plus loin encore. Donc là, non, il faut simplement savoir faire son deuil, se dire au revoir. Hein. La vie c'est ça, hein, ça va et ça vient. Donc on jouit de l'instant présent et quand finalement on rejoint le moment où il faut se séparer, eh bien bon c'est douloureux, mais on fait avec, on essaye de faire face et de ne pas sombrer dans une tristesse qui retiendrait la personne sur le départ, qui la retiendrait là par une forme de sa part de compassion faiblesse face à vous. C'est la personne qui s'en va, dont le corps reste inerte et qui s'en est séparé, qui finalement est incité à exprimer une compassion faiblesse envers la personne qui reste et qui fait un cirque pas possible. Non, il faut rester digne et droit. Je sais, ça a l'air très insensible ce que je dis parfois, mais on est dans une logique de maîtrise de soi, de conscience, de grandeur. On sait en plus que on revoit toujours les uns et les autres. Rester attaché à une forme n'est jamais une bonne idée. Absolument jamais. On ne peut pas. C'est quelque chose qui est très très négatif parce qu'on entretient vivant quelque chose qui est mort. C'est une pensée vampirique. Ça devient une pensée vampirique quand on entretient de manière vivace le culte de l'image de quelqu'un qui n'est plus là comme ça. Cette personne, hein, c'est des parties de son corps, peut-être de manière très rapide, on ne sait pas, elle peut l'intégrer à un autre, et cette personne peut être gênée dans ce nouveau corps parce que vous entretenez des pensées, je dis vous, hein, pour parler des gens en général, hein, vous entretenez des pensées le rappelant à son corps précédent. Vous voyez, il faut laisser la vie se faire. La vie décide que à cet instant c'est comme ça, alors il faut accepter ce comme ça. Il faut s'adapter à elle parce que c'est pas la vie qui s'adaptera à vous. Hein. Ça non, la force de vie, le vivant, lui, il fait son chemin et c'est à tout un chacun qui s'incruste dans cette énergie-là de suivre le mouvement. Voilà, ça c'est absolument la meilleure manière de faire. Être rationnel par rapport à ça, être le maximum possible. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible. Mais encore une fois, si vraiment vous n'y arrivez pas, suivez les 5 piliers de la perfection. C'est le moyen de transcender une impossibilité, alors que on est face à une obligation de fait. Voilà, plutôt que s'enterrer. Ou alors retirez-vous une balle et puis allez le rejoindre. Voilà, il y a une sanction aussi pour l'âme qui ferait à ce point preuve de faiblesse, se mettant dans l'incapacité de poursuivre une incarnation sous prétexte que quelqu'un d'autre est parti. Là, du coup, il reviendra pas de sitôt. Et c'est l'autre qui se réincarnera, mais sans lui. Vous voyez, c'est quand même compliqué cette histoire-là. En tout état de cause, en âge de diamant, il faut pas oublier que l'âge de diamant est une note d'une conscience collective très évoluée. Donc l'humanité qui n'arrive pas à suivre, encore une fois, la hauteur de cette note ne peut pas se maintenir dans ce paradigme. C'est mathématique, c'est comme ça. C'est pas méchant, c'est pas une sanction, c'est de fait. Et on ne peut pas se contenter de racler le fond et de rester dans un marasme épouvantable pour que des gens puissent enfin y être à l'aise. Ça, c'est pas possible non plus. Hein. Sinon, ça donne le monde duquel vous sortez et vous allez y retourner. Voilà. En théorie.
Parce que de toute façon, ça n'arrivera pas, hein, je rassure tout le monde. Mais voilà, donc il faut être à la hauteur de ce boom de l'évolution qui est en train de connaître l'humanité, et ça inclut par rapport au culte de la mort, de revoir complètement sa position face à la notion de séparation, à la notion de migration des consciences des uns et des autres, parce que l'être humain est quand même sa nature profonde et spirituelle et psychique, elle n'est pas physique matérielle. Si vous prenez un scaphandre pour aller explorer le fond de l'eau, vous n'êtes pas le scaphandre, vous êtes le gars du haut qui explore au fond. Ah bah, c'est exactement pareil. Et ça s'apprend. Ouais, on vous l'a jamais appris jusqu'à présent, vraiment, ou de manière biaisée par l'intermédiaire des religions. Or, c'est pourtant ce qui est. Donc, il faut embrasser la réalité, et à partir du moment où cette réalité est véritablement su, connue et éprouvée, vécue, expérimentée, selon cette note paradigmatique, cette note de fond qui donne le là, alors vous vivez de manière harmonieuse avec vous-même, avec autrui et avec le monde dans lequel vous vivez, qui se trouve être fondamentalement influencé par ce choc paradigmatique. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant cette question de relation à la mort finalement, parce que c'est quelque chose qui doit être connu, hein, absolument. Et au-delà de l'intérêt que ça représente, en l'occurrence, oui, effectivement, c'est absolument indispensable. On ne peut vivre correctement que en étant correctement inscrit dans les énergies de vie, et non pas dans le culte de la mort, du passé ou de ce qui est disparu. Ce n'est pas possible. Oui, ne serait-ce que dit comme ça tombe sous le sens. Eh bien voilà, donc Athéna Vénus nous fait une remarque additionnelle. Il est curieux de vous entendre de temps à autre employer l'expression « mon Dieu » ou « ah mon Dieu », afin de vous exclamer « vous ne reconnaissez qu'une seule et unique autorité, celle du couple sacré, et vous êtes ici afin de nous éclairer dans ce sens. Alors pourquoi malgré tout cette expression ambiguë ?» Oui, je comprends. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oh, bah alors là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Ce n'est qu'une expression, effectivement. Hein. C'est rentré dans le langage courant. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oh, mon couple sacré. Oh là là, merde, le couple sacré. Non, non, ça va pas. Non, c'est ridicule en plus. Non, c'est qu'une expression comme ça. Hein. Les gens, vous savez, les satanistes, hein, ils disent pas, oh mon diable, non, ils disent mon Dieu aussi. C'est vraiment, c'est une manière de parler, ça n'a même plus le sens que c'est censé avoir. Non, faut pas faire attention à ça. je vais y faire attention par contre, pour le coup, je vais essayer d'éviter. Oh là là. Mais les gens sont amusants parce que ils pensent à des détails auxquels j'aurais jamais imaginé penser moi. Ah ben ça, oui, forcément, hein, forcément. Non mais je comprends, hein, je comprends. J'avoue qu'à une certaine époque, ce même type de pensée ou d'interrogation, disons, m'a traversé l'esprit. Enfin, donc je peux tout à fait comprendre. Enfin voilà, Athéna Vénus, vous avez l'explication, en définitive. Alors, nous sommes arrivés au bout du nombre de questions sélectionnées pour cette vidéo podcast numéro 44. Donc, nous avons atteint approximativement l'heure requise, enfin le temps requis pour son enregistrement. Alors, parmi les formulaires qui nous sont arrivés, il y a un message, c'est étrange, qui nous est arrivé aussi. Une simple question, donc sans référence, sans véritable moyen de pouvoir contacter la personne. Enfin, si, peut-être il y a peut-être son adresse email, enfin, je ne sais pas. Enfin, ce message dit ceci. À qui transmettre un message spirituel destiné à l'humanité que j'ai reçu lors d'un éveil après un réveil? Voilà, cordialement. À qui transmettre un message spirituel destiné à l'humanité que j'ai reçu lors d'un éveil, après un réveil? Et ça nous est posé, enfin ça vous est posé à vous, Iliana. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Oh là, alors là,
Je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Oui, c'est peut-être intéressant. Hein. Moi, je ne peux que recommander à la personne d'ouvrir un ticket sur la plateforme des contacts, sur le portail des contacts, et transmettre ça. Et puis, on verra bien. Hein. De toute façon, c'est pas très difficile d'avoir la résonance de ce qu'il y a derrière et voir si c'est bien inspiré ou mal inspiré. Ça, c'est pas tellement difficile finalement, hein, on le saura vite. Et dans ce cas-là, on en reparlera ici si la personne le souhaite. Ou alors, eh bien, on le publiera, enfin, je sais pas. On devait déjà nous le transmettre éventuellement, puisque si c'est à nous que c'est demandé, ben, c'est peut-être pour qu'on s'en charge. Donc, dans ce cas-là, allez sur la plateforme des contacts et puis créez un ticket, puis transmettez votre message. Voilà, et puis on vous donnera des nouvelles ici la prochaine fois. On vous répondra de toute manière. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est vrai qu'il faut déjà en connaître la teneur finalement, hein. Donc le meilleur moyen c'est d'en prendre connaissance. Ben voilà, donc rendez-vous amis ou amies sur le portail des tickets, hein, à l'adresse contact.prakanda.org. Bon, il y a l'adresse à la fin de la vidéo de toute façon. Voilà, il y a là, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Maintenant, un moment que j'attends avec impatience depuis le début de l'émission et depuis bien avant, c'est la chanson. Ah, la chanson. Je pensais que vous auriez oublié entre-temps. Vous croyez vraiment à ce que vous dites ? En fait, non, pas du tout. Pas du tout. Mais je vous dis, on a déjà essayé, hein. Le filtre, c'est épouvantable. Ça ne donne, ça rend rien. On peut pas. Eh bien, on va enlever le filtre, tout simplement. Enlever le filtre sur la voix. Non, vous savez bien que c'est un peu... Non, mais c'est risqué, quand même. J'admets que c'est risqué, surtout à l'heure où on commence à rentrer dans le collimateur de YouTube. Mais vous n'avez qu'à appliquer le brouillage habituel au matériel du studio, au micro notamment. Ah, mais ça, c'est très dangereux pour votre matériel, hein. Je voudrais pas être responsable de quelque chose qui casse, hein. Surtout si c'est pas du tout neuf tout neuf, ça risque d'être violent. Il va se prendre une charge, ce matériel. C'est quand même précieux, non? Oui, d'accord, mais il n'est pas plus sensible que votre téléphone. Si vous téléphonez une fois, vous ne changez pas de téléphone à chaque coup de fil, hein. Donc, vous pouvez le faire pour le micro. Il n'est pas si ancien, hein, il est relativement récent, il tiendra le coup. Et si ça casse, on en changera. Non, mais je tiens vraiment à vous entendre chanter. S'il vous plaît, Liana, faites-moi plaisir. Chantez-nous quelque chose. Je ne saurais même pas quoi vous chanter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante, moi? Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Ça va, ça? Vous voulez autre chose? Oh, franchement. Vous n'êtes pas là pour... C'est pas un enregistrement de concert. Ah, vous connaissez bien une chanson, enfin, je ne sais pas. N'importe quoi. Je ne connais pas de chanson française. Je sais pas. Je connais pas. Il y a une chanson américaine, alors. Franchement, il en passe assez aux États-Unis. Ne me dites pas que vous n'avez jamais retenu une chanson, ne serait-ce qu'une. Vous n'écoutez peut-être pas la radio toute la journée, mais enfin, il vous arrive quand même ça rentre dans l'oreille, on s'en souvient. Allez, un petit, pas une chanson complète, juste faire le plaisir de vous entendre chanter. C'est une viche qui chante, c'est un ravissement, quoi. Je sais pas. Je suis pas la fiche qui chante le mieux. J'ai aucun talent en particulier. Je suis pas la plus intelligente, la plus jolie, celle qui chante le mieux, celle qui se bat le mieux. Non, c'est quelconque. Bon, je sais bien, avec moi sous la main, limite. Bon. Oh, quand vous avez quelque chose dans la tête aussi. Allez, faites-moi plaisir. C'est mon anniversaire. Quel menteur vous faites. Vous savez très bien que je sais que c'est faux. Bon, 30 secondes. 30 secondes, je chante 30 secondes, pas une de plus. Ah, super. Ouais, d'accord. Chantez ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour le plaisir d'avoir le son de votre voix. Franchement, faites. Je vous certifie, c'est la première et la dernière fois. Ne revenez plus avec ça ensuite, hein. Je connais même pas la chanson complète, j'ai un... Si, ouais... Le seul morceau de chanson dont je me souvienne, comme ça, là, j'ai pas envie de me mettre à chercher, fouiller. 30 secondes. Ok.
promis, juré, craché, c'est la première et la dernière fois que je vous le demande. Mais ça me ferait vraiment plaisir. Je suis sûr que ça fera aussi plaisir à ceux qui nous écoutent, j'en suis absolument certain. Je vous laisse vous préparer, on va couper au montage, et on va mettre un rien de... Parce que c'est a cappella, forcément. Donc, on va mettre un rien de... Comment on appelle de réverbération pour donner un peu de volume. Et j'écoute. Merci. Franchement, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment. Bon, d'accord. And I hope you have all you've dreamed of. And I wish to you joy and happiness. But above all this, I wish to you love. Alors là, fantastique, Iliana. Je vous tire mon chapeau. Magnifique, magnifique. Félicitations, merci beaucoup. Sublime. Magnifique. Pour toi, c'est pas grand-chose, mais bon. Enfin voilà, ça vous fait plaisir, je suis contente. Ça, c'est peu de le dire. Eh bien voilà les amis, nous voici arrivés au terme de cette 44e entrevue avec une Edwige. Je vous donne rendez-vous à jeudi, toujours dans l'incertitude à l'heure actuelle concernant la plateforme sur laquelle eh bien, nous allons diffuser cette vidéo podcast et la suivante. Quoi qu'il en soit, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous donne rendez-vous à jeudi pour la suite des aventures, et quelle que soit la plateforme, si vous avez trouvé comme moi que le talent d'Iliana est quand même certain, eh bien faites-nous le savoir, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Merci en attendant, merci à ceux qui nous écoutent, merci pour ces bonnes réponses. Iliana, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup, merci à vous aussi, et puis, eh bien, à la prochaine. Je serai au rendez-vous, comme toujours, sans faute. Voilà, joyeuse perspective pour tout le monde. Allez, portez-vous bien, à la prochaine les amis, bye bye.